Gouverneur de la Rosée, chapitre 3b. Manuel se débattait entre la surprise et la rage. Encore une seconde de ce voile rouge sur les yeux, et il aurait rentré à l'inconnu son insolence à coups de plat de machette sur le crâne. Mais il se domina. Il poursuivit son chemin, remâchant sa colère et son malaise. El hijo de puta. Mais que se passe-t-il? Il se rappelait le brusque changement d'attitude d'Anaïs. Il y a quelque chose de pas clair dans tout ça. Le vallon s'étendait au pied du morne. Les eaux dévalant des hauteurs l'avaient raviné et, par la pente, sa terre dévalée avait été se perdre au loin. Les eaux des pierres perçaient sa peau maigre et les kadash, qui sont parmi les plantes des araignées toutes velues de piquant, l'avaient envahi. Manuel prit par le flanc du morne. Il montait dans la flambée du soleil. Il ne jeta qu'un coup d'œil vers la plaine. Sa couleur de maladie, le crin grisâtre de ses bayaondes, la ravine déroulant au soleil la longue coulée de ses galets. Il tourna dans le sentier qui, de biais, redescendait vers la faille où autrefois coulait la source Fanchon. Les dalles de pierre lissées par l'eau sonnèrent sous ses pas. Il les avait connues veinées de mousse humide. Il se rappelait l'eau pure, sa phrase longuement dégorgée, sans commencement ni fin, et le souffle du vent déchiré par les appels d'air comme un linge mouillé. Elle sortait de loin, la source, songeait Manuel. Elle venait des reins même du morne, cheminant secrètement, filtrant avec patience dans le noir, pour apparaître, enfin, dans la brèche de la colline, débarrassée de limon, fraîche et claire, comme un regard d'aveugle. Il ne restait qu'une cicatrice de gravier et de chien-dent. Et, plus loin, là où commençait le plat du vallon, des blocs de roches et enroulés du morne reposaient autour d'un sablier ainsi qu'un bétail paisible. Il avait voulu se rendre compte, eh bien, il savait maintenant. Et pour la source Laurier, ça devait être pareil. Un trou de boucaillé et c'était tout. Alors, est-ce qu'il fallait se résigner à dépérir lentement, à s'enfoncer sans remède dans le mouvant de la misère et dire à la terre adieu, je renonce? Non. Derrière les mornes, il y avait d'autres mornes, et que le tonnerre l'écrase s'il ne fouillait les veines de leurs ravins avec ses propres ongles, jusqu'à trouver l'eau, jusqu'à sentir sa langue humide sur la main. Compère, tu n'as pas vu une jument rouge dans ces parages? C'était la voix de l'Aurélien. La maudite a cassé sa corde. Il descendit pesamment la pente vers Manuel. Comme quoi, tu refais connaissance avec le pays, frère? Entendre et voir, ça fait deux, répondit Manuel. C'est pourquoi je suis venu ici ce grand matin. Je me disais dans ma tête, je me disais comme ça, peut-être qu'il reste un petit filet caché. Ça arrive parfois que l'eau se perde dans la passoire du sable, et puis elle s'égoutte jusqu'à rencontrer le dur et mange son chemin dans le fond de la terre. Il détacha avec sa machette une motte durcie.
la cassa contre une pierre. Elle était pleine de brindilles et de détritus de racines desséchées qui s'écrasaient sous les doigts. Regarde, il n'y a plus rien. L'eau est tarie depuis les entrailles du morne. C'est pas la peine de chercher plus loin, parce que c'est inutile. Et avec une colère soudaine, mais pourquoi foutre avez-vous coupé le bois, les chênes, les acajou et tout ce qui poussait là-haut? En voilà des nègres inconséquents, des nègres sans mesure. L'Aurélien lutta un moment avec les mots. Que veux-tu, frère? On a éclairci pour le bois neuf. On a coupé pour la charpente et le fêtage des cases. On a refait les entourages des jardins. On ne savait pas nous-mêmes. L'ignorance et le besoin marchent ensemble, pas vrai? Le soleil raclait le dos écorché du morne avec des ongles étincelants. La terre haletait par sa barranque altérée, et le pays enfourné dans la sécheresse se mettait à chauffer. « Il se fait tard, » dit l'Aurélien. « Ma jument est à courir par là. Elle est en chaleur. Et j'ai peur que la salope se fasse couvrir par l'alezan bancal de compère de Rismond. » Ils grimpèrent ensemble la pente. « Est-ce que tu viendras demain, si Dieu veut, à la Gaguère? » « Si l'idée m'en dit, » fit Manuel. Il n'était préoccupé que d'une chose, et il en tirait de l'irritation. L'Aurélien le sentit confusément et garda le silence. Arrivé à l'endroit où le sentier s'embranchait avec la montée et la descente, Manuel s'arrêta. « L'Aurélien, dit-il, je vais te parler franc, mon compère. Écoute-moi, t'en prie, écoute-moi bien. Cette question de l'eau, c'est la vie ou la mort pour nous, la salvation ou la perdition. J'ai passé une partie de la nuit les yeux clairs. J'étais sans sommeil et sans repos à force de réflexion. Manuel, je calculais, comment sortir de cette misère? Plus j'examinais la chose dans ma tête, plus je voyais qu'il n'y avait qu'un chemin et toute droite. Faut chercher l'eau. Chaque nègre a sa conviction, n'est-ce pas? Eh bien, je fais le serment. Je trouverai l'eau et je l'amènerai dans la plaine, la corde d'un canal au cou. C'est moi qui le dis, moi-même, Manuel Jean-Joseph. L'Aurélien le regardait, les yeux élargis. Et comment vas-tu faire? Espère, et tu verras. Mais pour le moment, confiance pour confiance, c'est un secret entre nous. Que la Vierge Altagrace me crève les yeux si je dis un mot. Bon. Et si j'ai besoin de ton concours, je peux compter sur toi? Soyez assurés, jura solennellement l'Aurélien. Il se serre la main. D'accord, fit Manuel? D'accord. En vérité 3 fois. Tandis que Manuel descendait la butte, l'Aurélien lui cria encore. Compère Manuel, oh! Plaît-il? Oui, compère l'Aurélien. Tu peux parier demain sur mon coq. Il n'y a pas plus vaillant.